Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté la saga de la phase d'avant-vente d'un projet particulièrement complexe. Rappelez-vous, nous avions un client qui cherchait à obtenir le meilleur des deux modes, la flexibilité du mode régie et l'engagement du mode forfait, c'est-à-dire un engagement sur les résultats. Ajoutez à cela le besoin d'un consultant créatif, idéal pour un mode régie mais un véritable casse-tête à gérer sur un projet forfaitaire. Et comme si cela ne suffisait pas, le client voulait ce consultant spécifique à ses côtés pour travailler. Le client insistait pour faire travailler Julien sur site. Or, ce consultant, Julien, venait tout juste de terminer plusieurs autres projets pour le même client au sein de presque les mêmes équipes, et il risquait donc de devoir revenir sur ces derniers pour corriger 2 ou 3 petites choses, ce qui est assez courant, mais qui ne simplifiait en rien ma tâche en tant que chef de projet. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment j'ai géré cette situation délicate dès le démarrage du projet. Comment s'est passée cette première phase, quels ont été les premiers obstacles rencontrés, et comment les avons-nous surmontés? Quelle stratégie avons-nous adoptée pour répondre aux attentes du client tout en préservant la sérénité de l'équipe projet? Je vous invite à me suivre dans ce deuxième épisode de notre aventure où nous naviguerons ensemble dans les complexités du démarrage de ce projet pas comme les autres. Restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos explicatives et tutoriels en gestion de projet. Et c'est parti pour l'épisode 2, démarrage de projet. J'informe donc Julien sur les débuts du projet. Je programme un rendez-vous téléphonique tous les 2 jours avec lui et je lui demande de me signaler s'il doit travailler sur un autre projet ou si le client lui fait des requêtes directement. En fait, bien que je sois éloigné, je souhaite rester, en tant que coach de Julien, le point de contact principal, notamment si des modifications de périmètre sont demandées. C'est un peu restrictif, mais autrement je suis perdu. La réunion de lancement se déroule. J'insiste sur le fait que la communication concernant le projet doit principalement passer par moi. Pour les questions techniques, accès par mot de passe, emplacement des fichiers, etc., le client peut bien sûr s'adresser directement à Julien. Je m'efforce de clarifier au maximum cette délimitation. Le client acquiesce et c'est donc dit à l'oral et tracé dans le compte-rendu. J'explique à Julien qu'un obstacle potentiel peut être un prérequis technique que le client doit fournir, car notre réalisation en dépend. Imaginons cela comme si le client devait fournir le pot de peinture pour sa propre teinte spécifique. Sans ce pot de peinture, je ne peux pas commencer à peindre. Mon inquiétude est que cette peinture ne soit pas prête à temps. C'est pourquoi je demande au client de s'engager à ce que ce pot de peinture soit disponible à une date spécifique. Je souligne clairement que je vois cela comme un risque auquel nous devons tous deux prêter une vigilance accrue. Ce que je souhaite éviter, c'est une modification de la couleur en cours de réalisation, qui nous forcerait à revoir notre travail. J'insiste donc sur le fait qu'une fois le pot de peinture livré, c'est décidé. Aucune modification n'est possible, sauf si le client accepte l'impact. Le client n'est pas ravi, mais il acquiesce. C'est verbalisé et consigné dans le compte-rendu. Julien, notre consultant chef de projet apprenti, reste chez le client et le projet démarre. Au démarrage du projet, on commence donc par rédiger les spécifications pour bien définir ce qui va être réalisé ensuite. Le projet progresse. Le client présente des requêtes spécifiques, notamment le complément d'un outil de documentation interne et une légère modification d'une fonctionnalité par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Ce n'est pas grand-chose, assure Julien, cela reste dans le cadre du temps estimé. Je lui rétorque « Reste vigilant, tu t'es également engagé. Si ça dépasse le temps prévu, tu dois me le signaler. Cependant, si tu maintiens que cela correspond à l'estimation initiale, alors tu t'engages à honorer cette estimation, on est d'accord ?» Oui, je vais y arriver, me répond-il sans me convaincre totalement. Une première version des spécifications est rédigée et envoyée au client. Il y a des interrogations fonctionnelles, le client n'a pas encore tous les scénarios précisés et il doit en discuter en interne. Mais il souhaite quand même lancer le développement pour avoir un premier aperçu. Nous ajustons donc les spécifications pour pallier le manque d'informations actuelles et pour commencer l'exécution. Je préviens le client que nous pouvons nous montrer flexibles, mais qu'il devra répondre rapidement pour éviter que certaines fonctionnalités ne soient hors périmètre. Le client acquiesce. C'est mentionné à l'oral et consigné encore une fois dans le compte-rendu. À ce stade, je commence à douter de la bonne marche du projet. D'une part, j'ai le sentiment de n'avoir que 5% des informations nécessaires, et d'autre part, je sens que le projet dévie de la trajectoire que j'avais initialement prévue. Il y a aussi un problème concernant les cahiers de recettes. Le client semble penser que c'est à nous de les rédiger, alors que notre proposition indiquait qu'il devait les fournir. Un courriel me révèle qu'une décision a été prise en mon absence entre le client et Julien. Il y aura plusieurs documents pour les cahiers de recettes, et Julien y participera de manière importante. Je commence à ressentir une certaine frustration, comme si je jouais le mauvais rôle et que je perdais la maîtrise du projet.
Cependant, je ne compte pas abandonner si facilement. Je fais une mise au point urgente et privée avec Julien, et j'évoque également le sujet lors d'une réunion de suivi avec le client. Pour protéger Julien d'une position inconfortable à long terme dans le projet, je choisis d'être strict sur ce point. Je fais le nécessaire pour obtenir le procès-verbal de validation des spécifications. Ayant déjà vécu le lancement d'un projet sans validation des spécifications et ses conséquences déplaisantes, je ne veux pas le répéter. Finalement, je parviens à obtenir le procès-verbal après quelques jours. Cela me rend plus confiant pour poursuivre, même s'il y a encore des points fonctionnels incertains à résoudre. Je mets un peu la pression sur le client concernant ces points, mais je réalise qu'il manque d'autorité pour faire avancer les choses en interne. Durant la 3e semaine, les problèmes commencent à surgir. Nous sommes à 30% de la réalisation du projet, et depuis 3 jours, je n'ai aucune nouvelle de Julien, aucun signe de lui. Le responsable des opérations lui envoie un courrier électronique pour le recentrer. Si je n'obtiens pas de nouvelles dans les 24 heures, je devrais me présenter sans préavis chez le client pour comprendre la situation. Ce n'est pas l'idéal. Finalement, je reçois un message vocal. Désolé, j'étais très chargé ces derniers jours, je suis en retard sur mes mails. Tout progresse comme prévu, mais je vais devoir consacrer quelques heures aux autres projets. Pour le moment, je parviens à réorganiser du temps afin que Julien puisse continuer à travailler sur ses anciens projets. Cela réduit un peu ma marge de temps et le suivi du temps passé par Julien présente parfois des discordances. Cela donne l'impression d'un arrangement pas vraiment sérieux. Il ne faudrait pas qu'il en profite trop. Concernant la réalisation, la découpe initiale des tâches ne reflète plus la réalité. Le client et Julien ont opté pour une autre méthode technique pour les développements. Ils ont aussi une préférence pour la création de prototypes d'écran et les retravailler par la suite pour les finaliser. Cela complique ma gestion du suivi et je trouve cela difficile à encadrer. Je demande donc à Julien de restructurer le découpage des tâches restantes en précisant le travail restant à faire. Il n'est pas enchanté par cette demande, mais je n'ai pas vraiment le choix si je veux que nous restions dans le budget prévu. Le projet progresse, atteignant maintenant 45% d'avancement. Nous observons des modifications au sein de la documentation et du périmètre du projet, incluant des simplifications et des ajouts. Par ailleurs, Julien a terminé une fonctionnalité un peu plus tôt que prévu, cependant, c'est toujours un équilibre délicat. Terminer une tâche en avance peut conduire le client à demander plus en supposant que c'est son droit. Il est important de rappeler que tant que le projet n'est pas terminé, nous ne pouvons pas confirmer si nous sommes réellement en avance. Tout reste prévisionnel. De plus, alors que le client pourrait s'attendre à un bonus en cas d'avance, il n'est pas prêt à payer plus en cas de retard, et ce, en raison de la nature forfaitaire du projet. Nous nous approchons maintenant de la phase de pré-recette que je mets toujours en place pour éviter toute surprise désagréable avec le client. C'est une étape que je souhaite superviser personnellement avec Julien et le client en est informé depuis le début. Les premiers tests ne sont ni alarmants ni impressionnants, nous constatons des erreurs mineures, des cas non pris en compte, et c'est manifestement un travail inachevé. Et c'est ce qui m'inquiète. À force de repousser de petites tâches, on se retrouve avec une montagne de travail à faire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de modifier ma stratégie de gestion du projet. Restez à l'écoute pour le dernier épisode. Méthodologie du projet et engagement.